Je reviens vers toi, lecteur, avec une nouvelle vidéo consacrée à la maison Apollinaire, maison de repos ordinaire. Car elle n'a, tu t'en doutes, rien de très ordinaire, cette maison, qui se trouve quelque part dans Londres. Hiding in plain sight, comme on dirait en anglais, elle est tellement à la vue de tous que personne ne la voit pour ce qu'elle est vraiment. Elle est comme un livre où vit tout un petit monde, et dont tout ce qui se cache à l'intérieur ne peut être connu que si l'on y entre. Nous voici de nouveau dans le couloir. Cœur s'est levé d'autorité. Je l'ai suivi à regret, quoique sans faire d'histoire. Yuri et Varanasi, l'un sautillant et guilleret, l'autre secouant la tête en souhaitant très bientôt me revoir, nous ont raccompagnés. Nous voici de nouveau dans le couloir, se réduit dès la porte suivante à « me voici », le secrétaire, me plantant là en disant, avec une moue puérile et menaçante, « Celle-ci, c'est ma chambre. Je ne vous fais pas entrer. C'est un peu la chambre interdite dans Barbe Bleue. On n'y passe la tête qu'à ses propres périls. » Me voici donc seul dans le couloir à attendre le retour de celui qui se verrait volontiers en bourreau. Je me rappelle que dans le conte de Perrault, la Barbe Bleue prétexte un voyage pour laisser sa jeune épouse seule avec la clé de la pièce interdite. Cœur espère-t-il que, rongé par la curiosité, je brise l'interdit et que j'entre? Je ne serais pas surpris que son soudain départ soit un prétexte pour tenter de me faire disparaître prématurément de cette histoire après m'avoir symboliquement coupé la tête. S'il me chassait maintenant, ce serait la mort de mon projet. Dans le clair-obscur, j'imagine mon petit corps sans vie accroché à un mur, non pas côté chambre, comme les épouses désobéissantes de Barbe Bleue, mais côté couloir, de façon à exposer ma culpabilité à tous les occupants de la maison Apollinaire. Pour dissiper ces déplaisantes images, je m'éloigne de la porte du secrétaire et m'avance à petits pas dans le profond couloir. Toutes les portes m'en sont interdites, à vrai dire, non tant par le règlement que par mon éducation. Yuri et Vara m'accueilleraient sans doute si je toquais à leur porte. Tels les frères de la femme de Barbe Bleue, je les imagine me défendant contre la colère de Cœur lorsque celui-ci découvre mon absence. Mais je ne peux décemment retourner d'où je viens juste de sortir. Il n'y a même pas de toilette au bout du couloir dans lequel me réfugier. Pousser une porte me permettrait au moins d'échapper un moment au sentiment de me trouver en bien étrange prison. Une prison à l'envers, où le gardien s'enferme dans une cellule en laissant le prisonnier seul dans le couloir. Une prison où l'on entre dans l'espoir de ne jamais sortir, et où, les peines du grand âge étant incompressiblement légères, la perpétuité se transforme comme par enchantement en immortalité. Que fout le secrétaire? Je suis de retour devant la porte interdite, après avoir refoulé la tentation de monter, explorer seul l'étage supérieur. Exactement le genre de faux pas à ne pas commettre, si je veux garder une chance de tout voir. Ce couloir me fait perdre la notion du temps, comme si, plus l'espace dans lequel je me trouve est restreint, plus le temps que j'y passe se dilate. En pensant à mon téléphone, au fond de la boîte là-bas, à l'autre bout du couloir, je me rappelle la peur éprouvée ce matin en toquant à la porte d'entrée. Combien de temps ai-je déjà réussi à passer dans la maison Apollinaire? La lutte contre l'envie d'aller jeter un œil à l'horloge de mon téléphone est âpre. Je suis occupé à céder, pas à pas, à l'appel de la boîte noire et du besoin de savoir lorsqu'une voix me fait sursauter. « Le perpétuel te fait patienter? Ah, te bile pas, papa, c'est son passe-temps préféré. Il est probablement en train de nous écouter en fumant un cigare. » L'homme qui a brusquement arrêté mon hésitante course au délit a posé sans façon les mains sur mes épaules. De ses longs bras, il me tient à distance, tel un boxeur, à me regarder, l'œil bas, menaçant, avant de me décocher un énorme sourire qui m'arrive en même temps que son nom.
Moi, c'est Black Jack. Dis, tu n'es pas très grand, toi. Et moi, comme tu peux le voir, je ne suis pas très blanc. Je crois qu'on va s'entendre. » Tandis qu'il parle, ma nouvelle rencontre fait glisser ses mains de mes clavicules à mes avant-bras en palpant les os, comme s'il confondait cette partie biscornue de mon ossature basse avec le guidon d'un vélo. D'abord, il se penche un peu sur moi, me donnant à voir en gros plan ses narines qui se dilatent. Ensuite, il se redresse à plein bras pour humer fortement l'air. « Tu sens l'odeur de Havane ?» me demande-t-il. Cœur fume rituellement à Havane pour chaque nouvel arrivant. C'est un cierge en moins pour l'église, une botte de bâton d'encens qui ne brûlera pas en vain dans je ne sais quel temple païen, a-t-il coutume de dire quand on lui fait remarquer que ça sent le tabac dans le couloir. D'un mouvement conjoint des poignets, je fais comprendre à Black Jack qu'il est temps de descendre de son trop petit vélo. Après tout, je suis anglais, tout autant que nain, et les familiarités finissent assez vite par me peser un peu trop. Je lui redonne toutefois la main, la droite, et pour 3 bonnes secousses seulement, parce qu'il serait inconvenant de ne donner que mon nom à quelqu'un de si effusif, et que, surtout, je souhaite beaucoup secouer un doute concernant son nom. « Black Jack, dis-moi, c'est un pseudo ? Pardonne-moi de douter que ce puisse être ton nom de baptême. » Mon interlocuteur me montre les dents, mais c'est pur bonheur, car je commence à le comprendre, chacune de ses réponses est précédée d'un éloquent sourire. À ma naissance, mes parents m'ont appelé Jacques, mais depuis le temps, il y a largement prescription. Le jour où j'arrivai ici, vois-tu, je fus rebaptisé. Devineras-tu par qui ? Sans avancer de nom, je déclare que ce fut sans doute l'œuvre d'un prêtre peu catholique empestant le tabac. « Dans le mille, mon frère !» s'esclaffe un Black Jack qui de joie exécute un pas de danse sur lui-même avant de m'obliger à toper là. « C'est exactement ça, oui. Laisse-moi t'expliquer comment se passa cette mémorable cérémonie qui se fit à cet endroit même, quand le Perpétuel eut enfin ouvert la porte de sa chambre interdite, dans le brouillard de tabac apporté par l'appel d'air. Tu sais ce qu'il me dit alors, en lieu et place d'excuses sincères pour m'avoir lanterné je ne sais combien de temps? Il me dit « Mon ami, je vais jouer avec toi carte sur table. Tu es le 21e, et tu es aussi le premier arrivant de couleur, disons, non nuancé. Si tu ne t'appelais pas Jacques, je ne me permettrai pas, mais il faut que tu admettes que le fait exprès est trop évident pour que j'aie encore le choix. Tu t'appelleras Black Jack, si cela te convient. Une nouvelle vie appelle un nouveau nom. » Que penses-tu de l'argumentation? Si cela se trouve, le Perpétuel réfléchit en ce moment même pour toi à un gentil nom de baptême, augure Black Jack, un index pointant vers la porte derrière laquelle pour un peu on entendrait à présent réfléchir le secrétaire. « Hé !» je récrimine d'une toute petite voix, le numéro 7 étant depuis longtemps pris, il lui faudra trouver autre chose que nain de Blanche-Neige pour faire écho à ma taille et à ma peau. Sous le couvert d'un nouveau sourire, celui qui s'appelait Jacques m'apprend que le secrétaire, que d'aucuns appellent encore « Père la ressource », n'est pas à sous-estimer à ce jeu des surnoms. À défaut de secrétaire, nous voici de nouveau 2 dans le couloir. L'engageante présence de Black Jack m'invite même à convoquer en esprit les figures dissemblables, mais non moins plaisantes, d'Anout, de Varanasi et de Yuri. Je contemple un instant ces 4 fringants retraités, puis, devant une telle palette de différences, je déclare en levant le nez vers Black Jack que, quelque uniforme que puissent être les autres occupants, la maison Apollinaire est d'ores et déjà à mes yeux une belle ode à la diversité. Détrompe-toi. Plus on monte dans les étages, plus ça s'éclaircit, m'objecte Black Jack. Et nous avons nos castes, nous aussi sûrement que Varanasi est indien. L'Inuit y fait figure d'intouchable. Il vit dans un frigo de sa propre volonté, dit le discours officiel. Et de fait, Anout est le premier à affirmer qu'il en est ainsi. Mais cela ne sert qu'à prouver, selon moi, qu'il a intériorisé jusqu'à l'oubli l'idée que sa place serait tout en bas. Cela étant dit, tu ne me verras pas ajouter ne serait-ce qu'une ombre d'apartheid au tableau que je pourrais peindre de la maison Apollinaire. Il y a des étages entre nous, c'est certain, mais rien n'est étanche, aucun véritable cloisonnement.
Si l'on descend peu au frigo, car il y fait un froid de pingouin, Hanout, lui, s'il le veut, monte tout en haut, quand il le veut, et autant de fois qu'il le veut, et il ne viendrait l'idée à personne de le lui interdire. De la cave au grenier, nous nous entendons même plutôt tous comme larrons en foire. Diversité ou mixité, comme vous dites à l'extérieur. Verse 2, 3, 4 sortes de grains de café dans un bocal en verre. Combien de fois faut-il secouer celui-ci avant que le mélange soit homogène? Les hommes, si culturalisés soient-ils, ne sont jamais si différents ni si vieux qu'ils refusent, comme l'huile et le vinaigre, de se mélanger. De fil en aiguille, Black Jack lève le voile à mes yeux étonnés sur le mystère de la sélection. 50% de ceux que tu croiseras ici sont des hommes dont la vie en a décidé ainsi. Ils n'étaient pas du tout prédestinés à entrer à l'Académie des vrais immortels. Je ne parle pas de l'Académie française, comme s'amuse à dire le secrétaire. Oh que non, pas de prédestination pour cela, frère. La seule raison de leur présence dans la maison est qu'ils l'ont rudement méritée. Le privilège qu'ils ont d'y vivre, du même ordre que les privilèges de la vieillesse, est un privilège acquis sur le tard. Voilà pour les premiers 50%. Et les seconds, demandes-tu? Eh bien, les seconds sont par essence qui au nez des premiers pue un peu, a priori, des élus. Ils ont pour ainsi dire un pied dans la maison depuis l'enfance. Ce sont les bien-nés de l'immortalité, que les premiers, appelons-les désormais les appelés, côtoient néanmoins tout à fait librement et avec lesquels ils se retrouvent à table, non pas pour chopiner les jours de fête, comme le notaire et les petites gens de la fable de La Fontaine, mais pour deviser d'égo à égo, chaque soir et jusqu'aux petites heures. D'emblée séduit par la façon de raconter, je comprends à écouter Black Jack que cette façon qu'il a de mêler gouaille, top là mon frère, et citation, doit certainement quelque chose aux entretiens tels qu'il les évoque entre de vieux aristocrates et des anciens de moins noble extraction. Une pause sourire, et voilà qu'il repart dans les révélations. Il y a des ramifications insoupçonnées, rattachant la petite maison de retraite aux grandes maisons de ce monde. Crois-tu qu'à moins d'indéfectibles et très puissantes protections, le père P serait parvenu depuis tant de lustres à garder le couvercle sur une marmite à laquelle, si l'on venait seulement à sentir qu'elle existe, tout le monde voudrait goûter? Qui est assez durablement tout en haut placé pour mésinformer méthodiquement sur ce qu'il s'y mijote? Qui a intérêt à empêcher à jamais que le grand nombre en s'y précipitant ne la renverse ou la fadisse? Qui est assez fort pour retoucher des certificats de naissance à volonté? Qui a le pouvoir de fabriquer des certificats de décès plus vrais que le décès de leur porteur présumé? Tu comprends qu'en échange d'aussi inestimables services, le perpétuel se fait un devoir d'admettre les quelques candidats que, depuis les hautes sphères, on lui propose. Écrasé, chose que préfère pourtant éviter un nain, par le désir de savoir qui, caché dans les hautes sphères, tire les fils de la maison Apollinaire, je me redresse en me taisant. Après un moment, je confie à Black Jack que ce drôle de trafic humain me fait penser aux espions que les gouvernements déplacent dans le plus grand secret comme des pions sur l'échiquier de leurs ambitions géopolitiques. Black Jack frappe dans ses mains et danse sur place au rythme de la joie débordant de son visage. À peine arrivé, tu as déjà tout compris, toi. Oui, des espions, comme tu dis, de vieux hommes seuls en l'occurrence, exfiltrés en douce du milieu où ils vivent. C'est, pour leur microcosme social, dans lequel ils passent depuis longtemps inaperçus, une sorte d'opération chirurgicale éclair. On incise, on retire, on referme, ni vu ni connu, c'est sans douleur et surtout sans trace. Disparue la vieille taupe, elle est allée faire son trou ailleurs. Va-t'en la déterrer à présent. Les mots ci-devant se terminent en un rire si bruyant que Black Jack s'empresse de se couvrir la bouche des deux mains. De peur que le raffut provoque l'ire du fumeur de cigares, et surtout que ce dernier n'entende ma prochaine question, je passe un bras dans la grande boucle que fait le bras de Black Jack et l'attire, tel un homme minuscule charriant une grande amphore pleine de rires étouffés, vers le fond du couloir. À bonne distance de la porte du secrétaire, je demande enfin à mon informateur
À ta connaissance, le Perpétuel se couche-t-il toujours devant ses puissants protecteurs? Black Jack sourit de réfléchir, puis sourit pour répondre. Qu'il fait à peu près leurs 4 volontés, c'est indéniable, et je dirais même que c'est tant mieux, car la maison n'existerait tout simplement pas sans de tels patrons de l'art d'être centenaire, ou du moins ne se relèverait-elle pas de leur disparition. Cela étant, je crois toutefois que le secrétaire, lui-même un appelé, cherche toujours à pondérer du mieux qu'il peut le pouvoir des élus. J'en veux pour preuve ce bruit de 3e couloir qui veut qu'il se soit opposé violemment, au début de son mandat, à une manœuvre de persuasion visant à réunir un père et un fils, ce qui eût été absolument contraire. Aurait-il défendu à l'époque au règlement? Père et fils, tu vois l'abus, et pourquoi pas dans la même chambre? Je sais sourire moi aussi et je le prouve, certes, mais pas assez longtemps, car, sous couleur de plaisanterie, la question qui me vient alors, a-t-il eu gain de cause, est extrêmement sérieuse. Ce n'est pas clair, commence Black Jack, sans donner une seconde de repos aux muscles responsables de son sourire. D'aucuns prétendent parfois, sans doute pour déroger à l'espèce de règle voulant qu'on soit toujours au-dessus des ragots dans la maison Apollinaire, qu'un tel du dernier étage est le fils d'un tel vivant 2 étages en dessous. Personnellement, je n'y crois pas, et bien que je monte plus souvent qu'à mon tour dans les étages supérieurs, je n'y suis pas allé voir de plus près. Si Black Jack estime qu'aller au fond de ce genre de questions n'est pas utile à la concorde de la communauté dans laquelle il se voit vivre indéfiniment, je n'en poursuis pas moins mon travail d'investigation. Qui, des élus ou des appelés, vit mieux dans la maison Apollinaire? Autrement dit, le droit de priorité qu'ont les premiers se traduit-il en d'autres droits et privilèges à l'intérieur? Black Jack, heureux de nature, hausse les épaules, sans cesser de sourire, en écoutant ma pas très heureuse question. Si tu veux diviser notre petite société pour la comprendre, ne t'arrête pas à une division de type privilégié-non privilégié. Va, divise-la jusqu'à l'unité de base et considère chaque personne individuellement, car dans la maison Apollinaire, c'est à l'individu que revient le mérite de vivre aussi heureux qu'il peut vivre longtemps. À peine le temps de reprendre un peu d'air pour que se regonfle son visage, et voilà qu'il repart comme un ballon enjoué. Mais je pense bien, mon frère, qu'une longue espérance de vie réussit un peu mieux aux gens comme moi. C'est, comment dire, comme si ne jamais avoir bénéficié de passe-droit quand on était dehors donnait le droit de passer des moments plus intérieurs, plus puissants, et pour tout dire plus heureux une fois à l'intérieur. Avoir enduré 70, 80 ans de travaux forcés permet d'endurer plus sereinement 70, 80 ans de félicité. Mais une telle affirmation est évidemment impossible à vérifier. Vois-tu, mon jeune frère, beaucoup croient pouvoir l'immortalité. La vocation est pourtant si rare. Tu penses qu'il a suffi de toquer à la porte de la maison Apollinaire pour qu'en toi s'ouvre ce qui te permettra de rester? Réfléchis à l'immensité du pas qu'il te reste à franchir. Mieux vaut souvent, je crois, ne pas du tout tenter l'aventure. Il n'est pas donné à beaucoup d'entrer et de s'installer avec bonheur dans cet état où tout le monde n'est pas appelé, pour parler comme l'ami Bossuet. Ou comme dirait un autre ami que tu connais, il faut être si rigoureux que la plus grande rigueur finisse par n'être plus qu'un léger étirement avant l'infini marathon. Je lui donne raison à celui-là aussi, d'autant que l'allégorie du marathon est extrêmement bien choisie. Le chemin des immortels est d'un ennui mortel à contempler depuis la bande. Seul le coureur peut y trouver la foulée qui tient lieu de bonheur. Arrivé là, Black Jack précipite soudain la voix en même temps qu'il plonge tête baissée sur moi pour me pincer les mollets. « Mais toi, est-ce que tu cours un peu, dis? Tu dois sacrément cavaler sur ces petites jambes. » Le seul témoin de mes bons disgracieux y trouve heureusement matière à de nouveaux rires, ce qui ne l'empêche pas de me chasser dans le couloir comme un chat sautillant derrière une poule. J'ai peine à croire que les membres sur lesquels il vire et bondit avec souplesse à chacune de mes embardées puissent être 2 fois plus vieux que mes courts membres perclus de gouttes.
Lorsqu'il cesse enfin de ne pas m'entendre crier « pousse » et que mes chairs tressaillantes sentent le danger passé, je reprends mon enquête de plus belle. La formule, pour résumer la composition de cet étage, pourrait être « beaucoup d'appelés, peu ou pas d'élus ». Est-ce que je me trompe? Sourire. Varanasi, Yuri, Anout, tous comme toi des appelés, n'est-ce pas? Sourire. Quel chemin as-tu suivi? As-tu eu un passé de coureur par hasard? J'aimerais que tu me dises avec des mots comment tu as fini ici. Cette fois, le sourire est accompagné d'une explication. Coureur? Non. C'est-à-dire que j'ai beaucoup couru les jupons, mais ça n'a jamais été un sport reconnu. Quoi que ce fût d'ailleurs, ça s'est arrêté net à l'instant précis où j'ai rencontré ma femme. En sollicitant un peu ta question, je dirais que c'est alors seulement que je me suis mis à courir, puisque pour couvrir les besoins nouveaux engendrés par notre relation, je suis devenu coursier. Le premier peut-être qui ait connu la City, le plus vieux aussi, sans l'ombre d'un doute, et de tous le plus rapide, comme parfois je m'enivre à le croire. C'est qu'à défaut de belles qualifications, je mettais tout mon cœur dans cette activité. Lorsque vint ma dernière course, mon patron, que je haïssais pour me pousser si jeune encore en bas de mon vélo, me fila une adresse qui ne me disait rien. Il était rare que je ne me représentasse pas l'endroit dont je voyais l'adresse sur le papier. Je sentis une dernière fois en chemin qu'on arrivait à la croisée de deux époques, celle que j'avais connue en long et en large, et celle, la nouvelle, à laquelle je souriais, mais que je connaissais moins. Je saluai quelques livreurs, trop jeunes pour ne pas être indifférents au spectacle du vieux Londres, et peu pressés, sur leur Vespa ou leur beau vélo de course, à me rendre mes amitiés. Je disais mes adieux, en poussant sur mes pédales, à la ville où tard j'avais connu l'amour, un amour aussi immense qu'elle peut-être. Je poussais aussi mes adieux en pédalant à la ville où cet amour m'avait été arraché, comme un monument capital, sans lequel elle-même, en son cœur, avait presque cessé à mes yeux d'exister. Sérieux depuis un moment, Black Jack se remet à sourire. Comme pour témoigner de ce retour à la normale, son verbe abandonne le passé pour le présent. J'arrive, je cadenasse ma bonne vieille bicyclette à la grille surplombant un escalier tournant que j'emprunte. Je toque. Le gars derrière cette porte, geste en direction de la chambre de cœur, m'ouvre. Comme le colis que j'apporte est lourd, il me demande d'entrer. On croise un Esquimau. Inuit, corrige-t-il, avec un sourire qui compense largement la froideur de l'homme qui m'a ouvert. Au pied de l'escalier, ce dernier me fait un speech, auquel je ne comprends pratiquement rien. On monte. Il jacte à n'en plus finir, en s'arrêtant sur chaque marche et en m'accusant qui plus est de le ralentir. Je souris, pour ne pas lui écraser le pesant colis sur la figure. À l'étage, il insiste pour que je lui confie un téléphone que je n'ai pas. Un homme en sari vient à notre rencontre. Il nous parle de son père. J'ai du mal à continuer à sourire, même lorsqu'il fait ce drôle de truc avec sa tête. On prend le thé chez lui. Survient celui avec qui il partage la chambre. Un coureur, celui-là. Un vrai. Stimulé par leurs histoires respectives, je me confie à mon tour. Je leur raconte ma femme, flamboyante guinéenne au corps de cuivre pailleté d'or, morte trop jeune de ne pas avoir su vivre sans enfant. Pauvre, sinon misérable, nous avions pourtant tout, du fait de nous être trouvés. Et nous aurions vécu longtemps des rentes de bonheur que nous assurait l'amour si le sort ne nous avait pas refusé ce qu'il donne pourtant à tant de couples moins méritants. Ma femme ne pouvait tout simplement pas concevoir une vie sans progéniture. Ma femme ne pouvait tout simplement pas concevoir une vie sans progéniture. Elle rêva si fort d'en avoir une que, lorsqu'à 40 ans, j'en avais 20 de plus, elle fut réveillée par la réalité. Elle accoucha de la maladie, qui la conduirait vite à la mort. À la minute où elle m'abandonna, je connus le grand naufrage. Je me retrouvai échoué dans Londres. De mon ancienne vie, il ne restait plus rien que mon vélo, rejeté par la mer d'infortune sur le rivage de ciment d'où je peinais à me relever. J'accrochai à mon guidon haut et droit mon envie de ressourire. 10 ans durant, j'appris à pédaler à travers la colère et l'affliction. Ce n'est qu'en me laissant ainsi longtemps ballotter par mon destin
que je suis arrivé ici, et que la ville déserte m'est enfin apparue de nouveau habitée. J'avais trouvé mon île. Les quelques Iliens qui m'entouraient aux premières heures firent preuve de tant de compassion qu'à la fin de mon récit, au lieu de sourire, je pleurais. Ces pleurs, les premiers depuis longtemps, marquèrent le premier jour de ma nouvelle vie. Ma dernière livraison fut ma salvation. Black Jack veut sans attendre me montrer son vélo d'appartement. C'est, au prix de quelques modifications, le vélo sur lequel il a traversé le désert londonien pendant 10 ans, le seul objet de valeur qu'il eut avec lui le jour de la fameuse livraison. Il occupe le centre du salon où nous nous trouvons et son propriétaire m'invite présentement à l'essayer. Je fais remarquer à celui-ci que la selle de son vélo montée sur trépied m'arrivant à l'épaule, il serait risqué que je l'enfourche. Comme il insiste, utilisant le plus grand développement de son sourire, je refuse en essayant de passer comme lui le grand braquet, celui à 32 dents. Je me méfie de l'insistance avec laquelle il continue, toute gencive dehors, de me regarder. Non sans raison, hypnotisé par ses yeux tournant de part et d'autre de son puissant sourire, comme 2 roues de vélo entraînées par le plateau du pédalier, je sens qu'il me saisit à la taille, alors que, prévoyant une attaque semblable à la précédente, je me baisse pour protéger mes mollets. M'ayant facilement soulevé de terre, il me déposerait comme une jeune fille sur son engin trop haut si Cœur ne faisait pas à cet instant même son entrée dans l'appartement. « Je vois que vous avez fait la rencontre du 3e type, » se contente-t-il de dire, quoique l'expression sur son visage en dise beaucoup plus long. Satisfait de son jeu de mots, il demande à Black Jack s'il a fini de m'expliquer d'où il venait. « Voyons, patron, » répond celui-ci, « le nouveau a bien vu que je venais d'une autre planète. »« La planète sourire » ajoute-t-il au bout d'un comique compte à rebours, avec un sourire fendant si largement son visage qu'il semble en faire le tour comme l'anneau de Saturne. Au centre de la pièce au mur indigo, le vélo inutilisé a une force d'attraction trop grande pour la planète sourire. Après quelques tours de pédalier, c'est un Black Jack aux lèvres frémissantes de plaisir qui reprend. Je remarque, cher secrétaire, que vous comptez de nouveau pour rien le 4e type, mon honorable camarade de chambre. Il devrait être ici pourtant. Cœur tourne lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, entre le cercliste d'appartement et ma petite personne, éclipsant régulièrement à mes yeux le premier. Mais je ne le compte pas pour rien, Black Jack. J'ai juste un peu de mal à le ranger sous la catégorie type, argue-t-il avec une espèce de pesanteur qui n'a rien à voir avec son mouvement de gravitation autour du vélo ronronnant au centre de l'univers de Black Jack et du 4e type, lequel, à en croire, n'est peut-être pas un type. Tandis que Cœur, volubile, suit son orbite autour de l'increvable pédaleur, mon regard est aimanté par l'apparition, dans mon dos, d'un homme qui salue vaguement avant de disparaître en coup de vent. Quand on parle du loulou, ironise Cœur, les sourcils au ciel et un doigt tendu comme une aiguille de compas vers l'endroit où a disparu le passant. Un parfum sucré flotte maintenant dans le salon. Quand il revient quelques minutes plus tard, il arbore une chemise claire à long col en pointe sur un pantalon noir à pattes d'éléphant et un sac à provisions. Derrière de grosses lunettes noires, il marche d'un pas lent et assuré vers Black Jack, comme s'il le mettait au défi d'arracher son vélo aux entraves, le retenant au centre du salon et de lui passer sur le corps. Si Black Jack arrête de pédaler et se rassoit, s'arrêter de sourire sur son vélo, il n'y arrive pas. De son côté, le secrétaire a fait un grand pas hors du champ de l'action en cours, si bien que, lorsque le nouveau venu n'est plus qu'à un petit pied de la roue avant et du guidon, auquel Black Jack appuie les coudes, hilar, c'est une voix off qui me demande « Reconnaissez-vous la scène, monsieur le journaliste ? Beau la rejoue pour vous comme il l'a vécu, avec les vêtements et les accessoires d'il y a 30 ans. » Je reconnaîtrais sans doute plus facilement la scène si je ne me concentrais pas tant sur son principal protagoniste, ses vêtements d'une autre époque et les raisons faisant dire à Cœur qu'il n'est pas facile de voir en lui un type.
Plus que les mots emblématiques et inoubliables que scande le secrétaire pour m'aider, les brusques pas de côté de Beau, en réponse au déhanchement de Black Jack, en danseuse, finissent par m'éclairer sur l'événement qui se rejoue devant mes yeux. À partir de maintenant, chaque détail de la scène fait déclic dans ma tête et s'enchaîne à mes yeux dans un cliquetis d'images de plus en plus assourdissant. Le sac à provisions que Beau agite devant le rutile en vélo, le bras que Black Jack pointe de gauche à droite tel un canon au gré de ses mécaniques déhanchements, l'escalade burlesque de la roue avant tentée par Beau, sans oublier l'embrassade à laquelle ce dernier, en équilibre précaire sur le guidon, invite enfin Black Jack. Tout cela s'articule et enfle en moi jusqu'à ce que dans un débordement d'émotion je m'écrie « Tankman !» À ce mot, Beau saute à pieds joints en bas du guidon, son sac à provisions se gonflant derrière lui comme un parachute. Black Jack descend de vélo comme s'il s'extirpait d'un beaucoup plus imposant véhicule, et la voix off d'un secrétaire toujours hors champ vient confirmer mon impression. L'homme au char, en effet, ou encore le manifestant inconnu, en chair et en os devant vous. Un peu plus en os qu'en chair, lance Black Jack en pinçant la joue de son partenaire, ce qui me donne l'occasion d'assister à une reprise de la scène où Tankman brandit son sabbat au visage du conducteur de char. Cela tournerait à la joyeuse parodie entre le couple de figurants si le secrétaire, bondissant pour les séparer, ne rugissait pas « Coupez !» Assez fait de cinéma pour aujourd'hui. Black Jack pouffe de rire, jetant la main à Beau lorsqu'il cesse enfin d'agiter son sac à provisions. « C'est du cinéma. Vous n'êtes pas vraiment Tankman, n'est-ce pas ?» lui dis-je, incrédule, tandis qu'il regarde ma main en hésitant. « Sanchar, j'ai eu longtemps du mal à y croire, moi aussi », claironne Black Jack, tandis que Beau semble éprouver de plus en plus de mal à savoir quoi faire de la main que je lui tends. Le secrétaire remarque doctement que les Chinois ne serrent pas naturellement la main aux inconnus. « C'est-à-dire, le reprend Beau, qu'on ne serre pas la main d'un homme impunément. Le geste a de terribles implications affectives pour celui qui vit sa vie à fleur de peau. » Le ton de voix est aigu, mélancolique et chagrin. « Allons bon, me dis-je devant le trio réuni pour moi. Un pince sans rire, l'autre qui pince pour rire, et le troisième qui en est presque à pleurer à l'idée de me serrer la pince. Suis-je vraiment en face de l'homme que ce dernier prétend être? Faut-il plus de courage pour serrer la main de quelqu'un qui tiendrait facilement dans un chariot de supermarché que pour tenir tête à une colonne de 16 ou 17 chars? Je ne sais s'il importe beaucoup à Beau de me convaincre, mais il m'apparaît bientôt évident qu'il tient, comme à la prunelle de ses yeux, à rectifier quelques détails qui sont entrés dans l'histoire, en lui causant, gémit-il, un grand dommage moral. J'en veux beaucoup à ce reporter. Est-ce Jim, ou Jack, ou Jeff Widener? Je ne sais plus, mais enfin, regardez-moi. Suis-je en t-shirt? Est-ce qu'aux yeux d'un Américain, chemise coquille d'œuf à fine rayure diagonale et longue manche, roulottée, je veux bien, égale vulgaire t-shirt blanc? C'est pourtant ce que le bougre de photographe a déclaré à qui mieux lorsque sa photo, prise au téléobjectif depuis le toit d'un hôtel, a fait la une de tous les journaux. Les Américains n'ont aucun taste. Une chemise modèle résiste, découpée et cousue de mes blanches mains. Sont-elles jaunes, mes mains? Dis, fait Beau en agitant de fines mains manucurées à quelques centimètres de mon visage. Si encore, il n'avait trompé le monde que sur la chemise. Mais non, un étudiant armé de 2 sacs à provisions, a-t-il affirmé devant la presse conquise. Que n'est-il descendu de son perchoir pour s'assurer de la justesse de sa description? Il aurait vu que ce que j'agitais de la main gauche, la main du cœur, c'était un sac à main, non un sac à provisions. Je l'ai perdu, hélas, mon joli petit sac, dans les péripéties qui ont suivi. C'était du cousu main, hélas, un modèle unique. Je rêvais d'avoir mon défilé, de montrer mes créations, et voilà que je faisais soudain un défilé à moi tout seul, avec une colonne de tanks pour supermodèle. Que voulez-vous, on tirait sur la foule? Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai tiré mon sac à main, caché dans mon sac à provisions, et vlan! Simili-cuir contre tôle cuirassée. Cela ne s'entend guère dans les vidéos d'amateurs, mais j'ai donné un sacré concert.
d'autant que l'acoustique sur la tourelle était parfaite pour le numéro de claquettes que j'ai improvisé une fois là-haut. Les pantalons à pattes, voyez-vous, sont la meilleure cachette pour des chaussures à talons. Même les photographes reporters qui me mitraillaient à bonne distance n'ont pu révéler ce détail. Bref, en ces jours affreux où l'État, cette 5e roue du char de l'humanité, qui fait tant de bruit, comme dit Proudhon, montrait sa vraie nature, je me suis dévoilé tout entier, entièrement mis à nu et exposé tel que je suis. Or, quand je repense aux quelques secondes qui ont marqué ma vie de leurs griffes, l'image d'un pantalon bleu pétrole se dressant sans un pli contre d'immenses fers à repasser et froissés, hélas, par un t-shirt et un sac à provisions. Mon héroïque défilé est gâché par ces imprécisions auxquelles moi-même je ne peux échapper, mon propre souvenir en étant infecté, comme par une maladie honteuse. Chemise ou t-shirt, sac à provisions ou sac à main, les apparences ne comptent pas, dit-on. Les apparences trompent. Mais on se trompe sur les apparences. Elles comptent au contraire. Et tant pis ou tant mieux si elles trompent, en effet. Quoi qu'il en soit, je ne serai pas ici pour vous parler de leur importance si, le premier instant de stupeur passé, la police, l'armée, les miliciens déguisés en écoliers ne s'étaient pas tous lancés à la recherche d'un jeune étudiant. Jeune étudiant, j'avais passé toute ma jeunesse à fuir l'école, n'ayant de cesse que de m'adonner à plein temps à la confection. À 16 ans, j'étais en apprentissage. Je n'avais pas 20 ans lorsque je me mis à mon compte. J'étais serein, tranquille, dans mon élément enfin, au milieu du ronron des machines à coudre de mon petit atelier. Et voilà qu'à presque 50 ans, on me donnait du jeune étudiant inconnu. Il faut croire qu'il me restait quelque apparence de beauté. Remarque beau, le menton rentré, la bouche minaudière. Dans les heures qui suivirent mon défilé antimilitaire, un beau résistant de 19 ans fut arrêté à ma place pour brigandage politique. Mais il apparut assez vite que la police ne tenait pas le bon brigand. On a suspecté ensuite que j'étais le père d'un des tankistes chargés en ces beaux jours de juin d'écraser au sens propre la jeunesse de Pékin. Les recherches se sont dès lors orientées sur un père et son enfant. Comment des policiers chinois auraient-ils pu se douter que ce qu'ils recherchaient devait être caractérisé en réalité par les mots « vieille folle et conduite » et son jeune amant? Depuis un moment déjà, j'observe Cœur du coin de l'œil. S'il lève la tête avec intérêt lorsque Beau s'arrête, il la rabaisse et regarde de nouveau ses pieds dès que le discours, dont il ne semble pas fort apprécier l'orientation, reprend. Vous voyez qu'elles m'ont sauvé la peau, les apparences. Il convient pourtant de dire que je n'aurais pas si facilement trompé l'appareil répressif si mes motifs n'avaient pas fait l'objet d'un travestissement complet. Entendons-nous, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'on a dit de moi. Je ne suis pas une mauviette, et je serais sans doute monté à l'assaut d'un char pour tous les beaux jeunes gens assassinés à 2 pas de chez moi. D'autres que moi l'ont fait. À dire la vérité toutefois, j'ai fait ce que j'ai fait moins par bravoure que par dépit amoureux. Je ne suis pas un rebelle, comme on a souvent dit, ni un héros, ni un pacifiste, quand bien même je serais devenu tout cela. J'étais tout simplement, en ce 5 juin, l'ex-amant d'un jeune commandant de char qui s'en allait. L'amour au désespoir fait gloire encore d'aimer. C'est dans Corneille. Corneille a dû être chinois dans une autre vie. Sa citation juste et belle me va droit au cœur, comme une flèche qui ne manque jamais sa cible. Que voulez-vous? Je l'avais dans le corps, ce militaire. Pouvais-je le regarder partir, sans tenter de l'arrêter une dernière fois? Il reniait son passé, dans l'espoir de renier sa nature première. Il marchait au combat, un combat qui lui aurait répugné naguère, pour laisser derrière lui sa vie avec moi. Je lui avais tout donné, à l'âge où le petit ingrat ne semblait avoir une bouche que pour m'embrasser. Je me mords les lèvres au sang, chaque fois que je le revois le jour où, le petit doigt à la couture, martial dans son uniforme à 5 francs, il fit claquer les talons de ses chaussures sans classe en me disant sèchement adieu dans l'atelier. Naguère, notre petit nid d'amour à tous les deux. Aïe, triste fin alternative pour Officer and Gentleman, le premier film étranger que j'ai vu en Chine, expurgé bien sûr des scènes hot ou jaunes, comme on dit en chinois. Triste fin vraiment. Aïe,
pour un film passant en boucle dans ma tête à certaines heures du jour ou de la nuit. Comme la Chine jacasserait si elle savait que l'homme que l'on révère partout comme le soldat inconnu du pacifisme aurait volontiers ouvert un tank avec les dents s'il avait pu, pour en extirper son homme tel une sardine d'une boîte en fer blanc. Comme on rirait jaune si l'on apprenait que le passant anonyme, qui donna à tant de gens de bonnes raisons de détester un oppressant régime, n'était en fait de héros qu'un charlu éconduit, cherchant désespérément la parade au départ de son soldat chéri. Que dirait le monde s'il savait que l'homme de Tiananmen est en réalité la folle de Tiananmen,